Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Monsieur André Gandillon, Bonsoir Florian. pour ces entretiens de Noël qui seront diffusés dans ces alentours. Nous allons traiter en tant que second sujet l'Europe en tant que forteresse assiégée, n'est-ce pas? Et du coup en commençant par son histoire, sa civilisation, pour enfin déboucher sur l'actualité. Alors je vous lance sur le thème. D'abord pour donner une petite définition, qu'est-ce que l'Europe en elle-même? Qu'est-ce que l'Europe? Effectivement, lorsque l'on parle d'un sujet, il faut le définir. Alors, l'Europe, effectivement, on pourrait parler de sa vision géographique en disant que c'est la péninsule européenne qui est le bout du continent eurasiatique. Mais si ce n'était que ça ne suffirait pas évidemment, même si c'est extrêmement important parce que toute civilisation est le produit d'un lieu, d'un climat, d'un territoire, de son environnement géographique et climatique. Mais c'est aussi une civilisation et c'est aussi un foyer culturel, un foyer spirituel. Et ce foyer, effectivement, l'origine de l'Europe, c'est déjà le monde hellénique, le monde grec. Le monde grec qui, même s'il s'est en partie informé par rapport avec la civilisation égyptienne, rendons à chacun ce qui lui revient, le monde grec, c'est quand même ce que l'on appelait du point de vue égyptien les peuples de la mer, c'est-à-dire des peuples indo-européens qui sont venus s'installer dans ce bout de terre eurasiatique, avec le système de la tripartition, comme avait démontré Georges Dumézil. Donc c'est ce foyer qui s'est développé à travers les civilisations mycéniennes, puis après à travers Athènes, à travers Sparte, à travers tous les penseurs qui nous ont donné la base de notre philosophie, c'est-à-dire Platon, Aristote, les Socrate, les sophistes, même les... Oui, en partie aussi. Oui. Mais bien sûr, non, mais cette multitude. D'ailleurs, notre civilisation commence surtout par rapport à l'Europe du Sud, et c'est vraiment la période moderne où c'est l'Europe du Nord qui, 19e, 20e, à la première place en termes de force politique. Mais la rupture s'est faite sur l'Empire romain. Et justement, le deuxième élément constitutif de l'Europe, c'est tout simplement le monde romain, qui lui-même s'est abreuvé au monde grec. D'ailleurs, Cicéron, tous ces grands lettrés de l'époque, parlaient grec, peut-être même plus que latin, ou au moins autant. On dit que c'est le charme d'ailleurs de la civilisation romaine, c'est-à-dire qu'ils ont assimilé la culture grecque, mais en réussissant à développer leur langue latine en même temps. Donc, voilà. Et donc, vous avez ce noyau antique, qui est le monde gréco-romain, qui a diffusé toute sa culture, tout son savoir, à travers l'ensemble du monde qu'il dominait, c'est-à-dire ça allait des îles Cassitérides, c'est-à-dire le nord de l'Angleterre, en passant par la Gaule, et en allant jusqu'à l'Asie mineure, évidemment, l'Afrique du Nord, l'Espagne, toutes ces régions-là. Donc, effectivement, même les Celtes ont apporté leur propre génie au monde gréco-romain, en apportant leur savoir-faire, leur technique. Mais le fond culturel, spirituel de l'époque, c'est le monde gréco-romain. Et auquel est venu s'ajouter ensuite un troisième élément, qui est l'élément chrétien. L'élément chrétien, puisque finalement l'Empire romain avait réussi à commencer à rétablir ses bases après la crise spirituelle de l'Empire romain qui a commencé, disons, à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, et puis qui s'est continué ensuite, à travers le christianisme. Je voudrais simplement dire une chose, c'est qu'on nous dit seulement, comme dit par exemple Gibbons dans son histoire de l'Empire romain, que c'est le christianisme qui a affaibli Rome. Non. L'Empire romain était en crise spirituelle dès la fin de la République, et sur une transition de 2-3 siècles, eh bien tout simplement il avait réussi à se rétablir à travers le christianisme. Alors il y avait le christianisme a en quelque sorte une part hellénique, en ce sens qu'il a assimilé ce qui lui était compatible. Et il y a Saint Basile le Grand, par exemple, dans la patristique grecque, qui en traite, quoi.
Oui, effectivement, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, Saint Basile le Grand, qui parle effectivement des racines helléno-chrétiennes de la civilisation et de la foi chrétienne, et de la foi catholique. Parce que le peuple, c'était essentiellement dans les masses que le christianisme s'était diffusé, ensuite il fallait quand même montrer aux élites la valeur que ça pouvait incarner, quoi. Eh bien, effectivement, donc la civilisation antique ne s'est sauvée que parce qu'elle est devenue chrétienne. C'est ce que beaucoup de nos amis néo-païens, ou alors s'ils ne sont pas nos amis, c'est bien dommage, ne veulent pas comprendre. C'est que la civilisation antique ne se serait jamais sauvée, n'aurait jamais survécu si elle n'était pas devenue chrétienne. Et il a été sauvé, ce qui était et si l'on nous parle récupérable. Et si l'on nous parle on entend aujourd'hui parler du judéo-christianisme. Non, le judéo-christianisme est un mensonge, est une erreur historique, est une hérésie intellectuelle. On devrait parler d'helléno-christianisme, puisque saint Augustin est inspiré par Platon et saint Thomas par Aristote. Donc, il faut rétablir les choses. Donc, être européen, la civilisation européenne, c'est le monde antique gréco-romain christianisé qui a été véhiculé, développé par des peuples d'origine indo-européenne, pour l'essentiel, parce qu'effectivement... Il y avait après des peuples proto-indo-européens. Proto-indo-européens qui étaient là, dont les Basques sont un élément, et ensuite quelques peuples qui sont plutôt touraniens, ouralo-altaïques, comme les Hongrois. Qui sont venus. Mais c'est un ensemble de peuples très proches intellectuellement, mentalement, et qui se sont tous référés à cette civilisation gréco-romaine christianisée. Voilà ce que c'est que l'Europe. Donc vous avez un foyer spirituel, un foyer culturel, qui s'est développé à travers l'histoire, à travers 2500 ans d'histoire, mais dans l'adversité. Dans l'adversité. Car si cette lumière spirituelle, intellectuelle, civilisationnelle a réussi à se perpétuer, c'est tout simplement qu'elle a résisté à des dizaines d'agressions qui lui sont venues de l'extérieur. Et c'est pour cette raison que je parle de l'Europe forteresse assiégée. Et alors, pour amener petit à petit le sujet, c'est vrai que le Moyen-Âge n'a pas fait naître la discipline historique, puisqu'elle s'inspirait de l'Antiquité que dans ce qui lui convenait, et la Renaissance, dans ses défauts, mais après il ne faut pas être puritaniste, n'est-ce pas, a rétabli en quelque sorte la discipline historique en traitant de l'Antiquité telle qu'elle était réellement. Voilà. On peut leur accorder ça malgré l'opposition à la scolastique et tout ça de son temps, quoi. Effectivement, lorsque vous allez à Rome, que vous visitez le Vatican, vous voyez dans le temple, si on peut dire, le saint des saints du catholicisme, des représentations qui n'ont rien à voir. Qui font assez antique. Qui font assez antique, effectivement. Alors d'ailleurs, c'est la première partie, on va d'abord rester dans l'Antiquité pour ensuite passer à la suite. Et vous dites après, en quelque sorte, le droit naturel, c'est le droit des peuples à rester eux-mêmes, qui est un peu une formule nationaliste assez classique, tu vois. Plus que à disposer d'eux-mêmes, qui c'est le droit des peuples à rester eux-mêmes. D'où l'identité. À travers la tradition qui en quelque sorte est le code génétique d'un peuple. La tradition, c'est le code génétique d'un peuple. C'est-à-dire que tout se transforme, tout se modifie, tout en restant soi-même. C'est une actualisation d'une même chose. C'est une actualisation d'une même chose. Voilà. C'est en gros la tradition, l'identité, la culture d'un peuple, son génie propre, c'est son code génétique. C'est ça. Et le code génétique, comme vous le dites, ou la matrice, c'était la Grèce, évidemment, culturellement en tout cas, et ensuite le christianisme qui se surajoute. Quand vous dites cette civilisation devait survivre, vous nommez notamment les guerres médiques. Effectivement, la Grèce par elle-même, ce petit bout de terre là, et archipélagique. Donc vous avez l'Attique, vous avez le Péloponnèse, et puis vous avez toutes ces îles de la mer Égée, vous avez ces cités sur les côtes de l'Asie mineure, mais c'est quelque chose d'extrêmement fragile. C'est quelque chose d'extrêmement fragile. Et dès le début, ils ont été La Méditerranée est menaçante, on va dire. Oui. Et dès le début, ils ont été confrontés à quoi ? À l'Orient,
qui prenait la forme de l'Empire perse. Les guerres médiques, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la résistance des Grecs face à la volonté d'universalisme de l'État le plus puissant d'alors, qui était l'Empire de Cyrus et puis l'Empire achéménide. Et dont les Iraniens sont héritiers. Les Iraniens sont essentiellement. Les héritiers. Et bon, lorsque vous voyez la bataille des Thermopyles, lorsque vous voyez la bataille de Salamine, eh bien c'est simplement ces coups d'arrêt qui ont été portés à la volonté de domination, d'étouffement de ce foyer grec, civilisationnel grec, par une puissance étrangère, en l'occurrence à l'époque une puissance orientale, qui était l'Empire achéménide. Oui, parce que les monarchies orientales ont été très... Et dans ce cas-là, si l'on veut prendre l'épopée d'Alexandre le Grand, eh bien c'est tout simplement, non pas une volonté d'expansion, c'est simplement une réaction de défense pour se dégager son territoire, pour finalement permettre comme on pourrait dire, de donner de l'air à la civilisation hellénique, qui est devenue après la civilisation hellénistique, parce qu'effectivement, elle a pris des éléments de l'Empire perse, et au point que même vous avez la civilisation sogdienne en Asie centrale, ce qui est aujourd'hui, la route de la soie, c'est aujourd'hui en Chine, si vous avez les oasis de Kogan, de Kashgar, qui était la civilisation sogdienne, qui est une civilisation hellénique, avec le roi Ménandre d'ailleurs. Après, il y a différents états de la civilisation occidentale où, je sais pas, il y a le modèle d'Athènes qui lui est peut-être plus intellectualiste, alors que Sparte est plus guerrier. Ou encore, même avec la noblesse d'épée et les croisades, on vient rétablir un peu la forme guerrière de la civilisation européenne. Je pense il y a dans la Nouvelle Droite des intellectualistes qui aiment beaucoup dire c'est surtout le cerveau qui doit régner, mais ça dépendait des périodes, c'est vrai, sur le continent. Ça dépend des périodes. Il faut dire que dans une civilisation, vous avez plusieurs facettes. Vous avez plusieurs facettes. Bon, plusieurs périodes de l'histoire humaine. Et pour paraphraser une phrase chrétienne qui dit il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Une civilisation, il y a plusieurs demeures dans une même civilisation. Et à un moment, vous avez l'aspect spartiate qui l'emporte, autrement c'est l'aspect athénien ou même l'aspect de Delphes ou autre qui va l'emporter. Mais il faut voir ça comme, disons, la diversité dans l'unité. Ce sont des expressions diverses d'un même foyer spirituel, d'un même phylum intellectuel et spirituel. Et effectivement, la Grèce a survécu à partir de là. Et d'ailleurs, le fondement, puisqu'on parle de fondement spirituel, eh bien, le fondement, disons, de la pensée européenne, de sa manière d'être, de sa façon d'être, c'est Homère. Oui. Dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est le fondateur de la civilisation, en sachant qu'en plus c'est une littérature qui n'est pas gênante, parce qu'il n'y a rien de pédérastique contrairement à d'autres et tout ça. Mais ça vous montre tout un comportement, le sens de l'honneur, c'est tout un comportement que vous retrouvez aujourd'hui et que d'ailleurs on est en train de vouloir nous détruire. Ce sens du combat, même pour survivre, pour la beauté, voilà. Et d'ailleurs c'est Péguy à l'époque. Péguy, vous trouvez ça dans les œuvres complètes de Péguy, il disait Homère, c'est le plus grand, c'est le plus vieux, c'est le patron, c'est le père, il est le maître de tout. Vous trouvez ça dans Péguy. Oui, même Frédéric Mistral surnommé un peu le Homère provençal et tout ça, c'est vrai que c'est une référence qui revient. Donc ça, c'est la Virgile, c'est l'équivalent romain aussi, plus ou moins. Romain. Donc voilà, et il faut se reconnaître dans ça. Et effectivement, la Grèce, à l'origine, eh bien, elle a combattu contre des ennemis qui voulaient la faire disparaître, qui voulaient l'étouffer. Et finalement, Rome a aussi fait pareil contre tout ce qui était invasif. Et Rome a fait la même chose. Comme il disait. Et Rome a fait la même chose. Quand vous regardez l'histoire de Rome, alors effectivement, on va vous dire que César, il a conquis la Gaule alors que la Gaule ne lui faisait rien. Bon, mais quand vous regardez l'ensemble de l'Empire romain, ça a toujours été une volonté de défendre Rome contre des ennemis. Alors effectivement, c'était des ennemis qu'on dit aujourd'hui de la même civilisation, mais l'histoire des oies du Capitole, l'épisode des oies du Capitole, c'est tout simplement Rome qui cherche à survivre aux Celtes venant de la région de Sens, aux Sénons, pour survivre. Après, vous avez la lutte... L'invasion franque aussi. Mais
même Rome. Après, la lutte contre Carthage. Alors certes, ils ont voulu écraser Carthage pour s'en débarrasser, ben ça c'est autre chose. Mais quand même, il y avait une lutte d'influence, et si ce n'avait pas été Carthage qui avait été écrasé, c'était Rome qui aurait été vraisemblablement écrasé, ou tout du moins dominé par Carthage. Et Rome, à travers l'histoire, après, Rome s'est toujours battu contre les successeurs des Achéménides, contre les Parthes, mais surtout après contre les Sassanides. Après, Rome s'est battu contre, disons, tous les peuples venant des steppes, contre tous les barbares, si l'on peut dire. Donc, l'histoire de Rome, comme l'histoire de la Grèce, ça a toujours été une lutte pour la survie, une lutte pour l'existence. Et lorsque Rome a diffusé, c'est diffusé partout, et lorsque Caracalla a accordé la citoyenneté à l'ensemble des cités romaines, c'est tout simplement parce que toutes ces cités romaines elles-mêmes étaient devenues, dans leur façon de vivre, leur façon d'être, leur façon de penser, des Romains. Mais Rome, l'Empire romain, c'est une lutte pour la survie permanente. Et à un moment, d'ailleurs, à cause de sa crise spirituelle interne, qui n'avait pas été réglé à temps, comme j'ai parlé à propos du christianisme, que le christianisme avait remplacé le paganisme, eh bien, Rome a succombé par ses faiblesses internes, mais aussi parce qu'il avait été assailli par l'extérieur. Alors qu'il n'était plus en état de résister. Et encore, l'Empire romain a disparu, et quand vous regardez tous ceux qui lui ont succédé, au moins en Europe, ils se réclamaient de Rome. Oui, il y a comme une résurrection systématique de cette idée romaine, et voilà, pour le coup, récupérée par les populations franques qui finalement ont repris ce principe impérial. Voilà, vous avez ce noyau de civilisation grecque qui s'est développé à travers la civilisation romaine, helléno-romaine, enfin gréco-romaine, et après, ça a pris encore une dimension encore plus grande à travers la civilisation chrétienne qui s'est étendue à l'ensemble des peuples de l'Europe, des peuples indo-européens qui vivaient en Europe, les Germains. Vous pensez à ce dont on parlait dans le sujet précédent, notamment la France carolingienne. En fait. La France carolingienne. Et qu'est-ce que la France carolingienne ? Eh bien, c'est tout simplement ce foyer helléno-chrétien. Alors effectivement, il y en avait un autre qui existait à l'époque encore, c'était Byzance. L'Empire byzantin. L'Empire byzantin, c'est encore autre chose. Mais l'Empire byzantin a disparu, alors que l'Empire carolingien, en gros, l'Europe carolingienne existe encore, même très abâtardie aujourd'hui, très malade, nous en parlerons tout à l'heure, mais existe encore aujourd'hui. Elle existe encore. Mais ces deux empires, d'ailleurs, comme vous dites, la combattaient pour leur survie par rapport à quelque chose de nouveau qui était l'islam. Et oui, on peut dire que l'Europe, ce qui est devenu l'Europe après, mais la chrétienté, à la fois carolingienne ou mérovingienne, avant qu'elle soit carolingienne, puis et byzantine, ont été prises d'assaut face à un nouvel envahisseur qui était l'islam. Bon, d'un côté, si on veut citer des dates repères, des dates marquantes, si vous avez 732 à Poitiers, vous avez 742 ou 47 en Asie mineure, à Ekroinon, où l'empereur Léon III l'Isorien a battu les musulmans qui venaient envahir l'Empire byzantin. Vous avez aussi les sièges de Constantinople en 679-680 par Mouavia, qui correspondent de l'autre côté à l'invasion de l'Afrique du Nord par les musulmans. Et là, les empereurs byzantins, grâce au feu grégeois, ont réussi à repousser l'invasion des Omeyyades. Donc cet empire, cette chrétienté a toujours été en lutte contre quelque chose. Et les périodes de répit ont été très très rares. Et ces dates aussi, il y a la chute de Grenade aussi par exemple, qui peuvent d'un côté concerner surtout un royaume, et en même temps toute l'Europe se sent concernée par un tel événement. Quoi. Mais justement, la bataille de Lépante aussi. Le royaume de France a été on avance très vite. Dans le temps, on fait un saut dans le temps. Mais là, on est à cette époque, le noyau carolingien comme le noyau byzantin. Et d'ailleurs, il y avait eu une entente entre Charlemagne et l'impératrice Irène en l'an 800.
Oui, la rupture est consommée surtout au XIe siècle oui, avec l'Église mais, les orthodoxes. Mais... Voilà, et puis de toute façon, à juste titre, si on peut dire, les orthodoxes ne nous ont jamais pardonné le sac de Constantinople, ce qui est une abomination en 1204. Hein. Mais ça, c'est autre chose. Et cette Europe, eh bien, à l'époque, l'Europe carolingienne s'est battue pour survivre face à l'islam. Ensuite, cette Europe, quand elle a survécu à l'islam, parce qu'il ne faut pas oublier que le sud de la France a eu à subir les bandes sarrasines jusqu'au Xe siècle. Vous aviez à Frexinetto, la gare de Fresnay aujourd'hui à côté de Saint-Tropez, vous aviez un foyer de sarrasins qui avait réussi à faire prisonnier Mayol, l'abbé de Cluny, dans les années 950 quand même. C'est quand même pas mal. Mais après cette défendu de cette invasion, oui, finalement, c'était un autre tour de... Mais après, il y a eu une autre invasion à laquelle on ne pense pas. C'est venu des steppes, c'est l'invasion mongole. Oui, au XIIIe siècle, vous avez eu l'invasion mongole. Quand vous pensez que les troupes mongoles... Sous Saint-Louis, effectivement, sont venus ravager la Croatie actuelle, sont venus ravager Vienne, enfin, ce qui allait devenir Vienne, sont venus ravager Cracovie. Il faut imaginer, et l'Europe a réussi à survivre à ça, à ce moment-là. Bon. Et à partir de ce moment-là, alors nous, effectivement, il y a eu des contre-mouvements de réaction. Lorsqu'on nous parle des croisades, alors les croisades, effectivement, c'était tout simplement pour s'ouvrir le pèlerinage à Jérusalem. On parle de conquête du monde musulman. Non, c'était absolument pas ça. C'était tout simplement pour s'ouvrir la route du pèlerinage de Jérusalem pour aller prier sur le tombeau du Christ. Que les Ottomans avaient retiré. C'était pas les Ottomans, à l'époque c'était les Fatimides. C'était les Fatimides. Xe siècle, XIe siècle, où il ne faut pas oublier que le calife Hakim avait détruit le Saint-Sépulcre. Et donc, les croisades, il faut les voir non pas comme une volonté de conquête, mais tout simplement, là encore, comme une action de défense. De même que la Reconquista en Espagne, qui a commencé à Covadonga en 750 et puis qui s'est poursuivie jusqu'à 1492, lorsque les rois catholiques ont conquis Grenade. Voilà. Donc ça, il faut voir de cette manière-là. Mais l'Europe, alors on va dire, vous voyez, l'Europe, elle a reconquis Constantinople, elle a reconquis les croisades, elle a reconquis l'Espagne, mais quand on regarde vis-à-vis de l'islam, les seules parties véritablement reconquises, ça a été, avant le 19e siècle, les Balkans, ça a été l'Espagne, la péninsule ibérique, car toute l'Afrique du Nord est restée musulmane. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et lorsque l'on nous parle, après la Reconquista, des offensives du cardinal Jiménez de Cisneros, qui a installé des présidios en Afrique du Nord, comme Oran, comme Alger, comme Bougie et autres, ou Beaune, c'était tout simplement une volonté de reconquête des territoires perdus au 7e siècle. Il faut voir ça toujours cette volonté de desserrer l'étau, tout simplement, parce que l'Europe n'a jamais été tranquille. Lorsque vous en avez eu fini avec les Mongols, avec les empires musulmans, abbassides et autres, vous avez les Ottomans qui sont arrivés. C'est ça, c'est leur tour. Et là encore, il ne faut pas oublier, il faut voir le siège de Vienne. Entre 1529, premier siège de Vienne, deuxième siège de Vienne, 1683, vous avez eu quasiment 2 siècles, et parce qu'il ne faut pas oublier les conquêtes musulmanes qui ont eu lieu auparavant, avec la prise de Constantinople en 1453, eh bien, l'Europe était assiégée, était étouffée par cet empire ottoman. Puis on en parlera peut-être plus conséquemment plus tard, mais c'est vrai que cette histoire annonce aussi un peu les événements futurs, et quand Erdogan veut rétablir un peu la Turquie, finalement, il veut rétablir un peu ces oripeaux ottomans, un peu comme Poutine avec sa Russie. Voilà, après c'est une notion tout à fait c'est un logique. peu différent l'histoire de la Russie, même si vous voulez parler de l'Ukraine, parce que on ne peut pas parler de Russie, mais on parle des Russies. Oui, c'est vrai. Russie. D'ailleurs, c'est un peu comme la Chine et les Chines, dont le Vietnam fait partie. Et voilà. Oui, et tandis que l'Empire ottoman, lui, c'était un empire qui avançait, un empire de conquête, et le reflux ottoman a commencé comme 1604. Alors il y a eu les Pentes qui a été un coup d'arrêt, certes, mais
Il ne faut pas... Sous Charles Quint. Sous Charles Quint, non, c'était plus sous Charles Quint, c'était sous Philippe II. Ah oui, c'est juste la suite. Ouais. C'est la suite. Mais ensuite, vous avez la prise de Malte. C'était en 1565, donc c'était au moment de l'Épante. Au moment où on a gagné l'Épante, de l'autre côté, quelques années avant, on avait perdu Malte. Mais aussi la Crète qui appartenait aux Vénitiens et qui a été prise en 1678-1680 par les Ottomans. Donc vous avez toujours encore l'Empire ottoman qui continuait à avancer en plein milieu de ce qui était chez nous le règne de Louis XIV. Et alors là, et le reflux est arrivé justement après la défaite du Kahlenberg des Ottomans, ou la victoire du Kahlenberg, où en gros l'ensemble des forces d'Europe unies a réussi à battre les Turcs au deuxième siège de Vienne. Et malgré toutes ces menaces, on peut dire aussi que l'Europe a eu quand même ses moments de puissance mondiale. Alors les moments de puissance mondiale, là c'est venu... Ils sont plus récents. C'est beaucoup plus récent. Alors effectivement, quand on parle de la puissance mondiale, on va parler de Christophe Colomb et de la découverte des Amériques. Mais là encore, quand on y pense bien, pourquoi a-t-on eu Christophe Colomb et auparavant les découvreurs portugais, Vasco de Gama et autres, tout simplement parce qu'il fallait desserrer, disons, les barrières, faire sauter les barrières tenues par le monde musulman qui nous empêchait de commercer par exemple avec la Chine et d'aller à l'Orient. Qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de passer par l'Est, on a essayé de passer par l'Ouest. Et c'est là qu'on a découvert l'Amérique. Mais c'est encore une volonté de desserrer le siège. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. C'est la volonté de trouver une route par l'Ouest, c'est tout simplement parce que la route de l'Est nous était barrée. Vous prenez la Russie elle-même. La Russie, elle a été sous le joug des Tatars, donc des Mongols islamisés. Et lorsque l'on voit un Ivan le Terrible conquérir Kazan, c'est-à-dire là-bas sur la Volga, lorsque l'on voit ensuite les Cosaques avancer en Asie centrale, eh bien tout simplement c'était pour desserrer l'étau de ce monde oriental. Et quand on regarde historiquement, la seule période où l'Europe a véritablement fait disparaître toutes ces barrières, a, disons, détruit toutes les forces assiégeantes, eh bien c'est à partir du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Lorsque l'Empire ottoman a été rejeté, l'indépendance des Balkans, le congrès de Berlin de 1878, lorsque l'on a pu effectivement étendre toutes nos possessions à travers le monde. Le début du XXe siècle, c'est le monde, la planète partagée entre 4 ou 5 États européens. Là c'est vérité. Mais malheureusement, après, il est arrivé la guerre de 14. Mais quand c'est autre chose. Le reste du monde était du coup plus affaibli ou plus une menace, voilà. Eh bien, la domination de l'Europe et du monde était une chose qui était un peu... Voilà. En gros, qui allait de pair. Qui allait de pair. Et lorsque cet apogée de l'Europe, 1850... Sur tous les continents, oui. 1850, en gros 1940, 1950, bon, pour faire large, même si ça s'arrête, c'est tout simplement l'apogée du desserrement de cet étau, de ce siège que l'Europe n'a cessé de subir depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité. En gros, c'était la victoire de l'Europe. Malheureusement, l'Europe est entrée en crise spirituelle, un petit peu comme l'Empire romain dont j'ai parlé tout à l'heure, et ensuite elle s'est divisée. L'Empire romain a eu au IIIe siècle une période d'anarchie avec 50 empereurs en 50 ans. Eh bien nous avons eu deux guerres internes, ou une guerre de 30 ans, comme même on dit le protestantisme, la franc-maçonnerie, et les deux guerres mondiales. Les deux guerres mondiales. Qui affaiblissent la structure. Et aujourd'hui, que regardons-nous? L'Europe est de nouveau une forteresse assiégée. Et je dirais même une forteresse investie. Oui, parce que là, ce sont même de trop nombreux Européens de souche qui sont presque d'accord avec leur propre suicide. Et je voudrais insister là-dessus, c'est
la crise première de l'Europe, si nous en sommes là, c'est certes parce qu'il y a eu des divisions internes. Nous sommes fait des guerres intestines. Nous croyons assez fort pour nous permettre le luxe de nous entretuer, si l'on peut dire. L'Angleterre, la France et les Germains. Les Germains, les Russes aussi, parce que tout le monde y allait joyeusement, si l'on peut dire. Et surtout, une crise spirituelle. La crise spirituelle de l'Europe qui a commencé effectivement les prémices à travers le protestantisme. Le protestantisme, et toutes ces choses-là ont mûri à travers les âges. Vous avez la crise de la pensée européenne, qui est le titre d'un livre célèbre qui relate la crise de la pensée à la fin du règne de Louis XIV. Oui, même sous la monarchie qui a duré 1000 ans au bas mot. Et ce blocage qui s'est produit, cette explosion de la crise spirituelle avec 1789 en Europe. Alors des digues ont eu lieu tout au long du 19e siècle, mais la dernière digue a sauté avec la disparition de l'Empire austro-hongrois. C'était assez instable le 19e siècle, même espagnol, même des pays voisins, mais français, où on est passé du consulat à un empire, une république, puis rétablissement de la royauté, puis de nouveau la république, etc. Et d'ailleurs, le fait que cette révolution, si on peut dire, ce bouleversement, cette crise de la pensée européenne, cette destruction de notre spiritualité, eh bien, amène effectivement ces changements de régime permanents, puisque au lieu de considérer que l'homme est soumis à un droit universel, c'est la maxime de Protagoras, toujours un grec. Pour ça, les hérésies reviennent régulièrement. L'homme mesure de toutes choses. Donc, si l'homme est la mesure de toutes choses, eh ben, au gré de ses volontés, au gré de ses caprices, eh bien, on change de régime, on fait ci, on fait ça et autres. C'est l'individu roi après. C'est l'individu roi. C'est la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et si nous n'arrivons pas à rétablir notre composante spirituelle, nos fondements spirituels en Europe, à résoudre cette crise spirituelle, eh bien, nous pouvons en quelque sorte chasser l'ennemi, désinvestir l'Europe de ses envahisseurs, mais le problème ne sera pas réglé parce que le ver sera au sein de notre mentalité, au sein de notre esprit. Le fondement de la crise à résoudre aujourd'hui, c'est la crise spirituelle. Et la crise spirituelle, on ne peut la résoudre qu'en revenant au fondement, aux origines de la crise qui remontent. Alors là, je ne vais pas entrer dans des détails parce que c'est assez particulier, mais à l'époque des critiques de Jean Dunscott, formulées à l'encontre des imperfections des thomistes de saint Thomas d'Aquin, qui ont continué ensuite à travers la crise entre réalisme, nominalisme et tout. Volontarisme, la primauté de la volonté sur la raison, de la raison aussi, côté écolo-augustinien. Tous ces problèmes-là, il y a tout un travail de fond à faire là-dessus qu'on ne pourra pas résoudre et qui malheureusement aujourd'hui n'est pas fait, parce que beaucoup trop de gens chez nous, écrasés peut-être par la grandeur de saint Thomas d'Aquin, de tout notre savoir, n'osent pas aller dans les interstices des faiblesses de la pensée de saint Thomas d'Aquin, ou pas de la faiblesse, mais de ses imprécisions, parce qu'évidemment, saint Thomas d'Aquin a vulgarisé la doctrine catholique en quelque sorte. C'est un travail aussi, il est mort assez jeune d'ailleurs, à la limite il n'a pas eu le temps de préciser ce qu'il aurait peut-être pu faire ultérieurement, mais vous avez des problèmes qui restent en suspens et qui n'ont jamais été résolus. D'ailleurs, il faut bien prendre une chose, c'est même si je me revendique catholique romain assumé, il y a des problèmes qui n'ont jamais été résolus et qui font que l'Église est en situation de faiblesse. Comment se fait-il que l'Église, avec toute sa force, toute sa puissance, n'a jamais été capable d'écraser, de subjuguer les hérésies maçonniques, les hérésies modernistes, et à se laisser enfoncer comme elle l'a fait avant 1789, pendant 1789 et jusqu'à maintenant. Même on évoquait au tout début la Renaissance aussi, qui était assez conflictuelle et qui n'a pas pu être réglée finalement. Alors vous avez eu le Concile de Trente qui a remis les choses en place, il faut le reconnaître, mais aujourd'hui nous n'avons pas de Concile de Trente, nous avons Vatican II, ce qui est tout à fait le contraire, voilà, qui a créé plus de désordre que résolu le problème, même si effectivement dans Vatican II on va trouver telle ou telle chose qui est une bonne réflexion. Tout n'est jamais noir à 100%. Oui, c'est pour ça que ça réussit en général, c'est parce qu'il y a un peu de vrai. Et voilà. Bon, mais voilà, donc il y a ce fondement de la crise spirituelle de l'Europe qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est de nouveau une forteresse assiégée, une forteresse investie. Dans le domaine spirituel, à partir du moment où vous ne croyez plus vous-même, que vous n'avez plus de transcendance,
Si, la seule transcendance, c'est même plus une transcendance, le seul sacré qui subsiste aujourd'hui, c'est la Shoah. Mais non, il faut le reconnaître, c'est le seul sacré qui subsiste, puisque c'est sanctionné par une loi, vous n'avez pas le droit de critiquer sous peine, pas peine de mort, mais peine de mort civile en tout cas. Mais non, mais le sacré, il est là aujourd'hui. Le sacré, il est là. À la limite, parce que toute société a un sacré. Mais bien sûr. Et à la limite, il est dans les droits de l'homme ou dans la démocratie, mais c'est un cran en dessous. C'est un cran en dessous, en l'état actuel des choses. Et eh bien, si vous avez un vide spirituel, la nature ayant horreur du vide, il est remplacé par un autre. Et cet autre, eh bien, actuellement, c'est l'islam. Actuellement, c'est l'islam. Ce vide spirituel entraîne autre chose, une perte de foi en soi-même. Alors il faut dire que cette perte de foi en soi-même est cultivée depuis 1945 pour la repentance perpétuelle, ensuite les idéaux... Là, il faut relire Maurice Bardèche. Oui, parce qu'il y a eu un intermède qui a voulu remettre de l'ordre, après c'est dans le précédent sujet. Voilà, oui, bon, après la tentative de remise en ordre de l'Europe par les mouvements fascistes, 45 c'était fini, mais vous avez effectivement le livre fondateur de notre époque, pour le comprendre, c'est Nuremberg ou la Terre promise de Maurice Bardèche. Ça c'est fondateur. Mais il faut bien voir que cette crise spirituelle fait que nous ne croyons plus en nous-mêmes, nous sommes en contrition permanente, nous nous frappons la poitrine et nous sommes affaiblis spirituellement. Donc nous n'avons plus foi en l'avenir, nous ne faisons plus d'enfants, nous crachons même sur notre passé, sur nos ancêtres. Tant que cette crise-là ne sera pas résolue, eh bien nous ne pourrons pas nous délivrer de l'investissement dans lequel nous sommes actuellement. Nous ne pourrons même pas essayer de convertir à nos principes, à notre civilisation, les personnes qui viennent chez nous, dans la mesure où nous ne croyons même plus, enfin je ne parle pas de moi, ni de vous, mais enfin, disons, l'ensemble de nos peuples ne croient plus en ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc ça voilà. Ça peut même pas se diffuser, oui, c'est sûr. Donc ça ne peut même pas se diffuser. Lorsque vous aviez, on parlait de l'Europe forteresse assiégée, dans son noyau grec, son noyau latin, son noyau carolingien, son noyau chrétien, mais les gens avaient foi en ce qu'ils étaient. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à vaincre. Mais aujourd'hui, la partie, on pourrait dire, est mal engagée, sauf mouvement providentiel, auquel je veux bien croire, parce que l'espérance, la foi et la charité sont les fondements de ma vie intérieure. Mais aussi longtemps que nous n'aurons pas retrouvé cette foi en nous-mêmes, eh bien, nous aurons du mal à nous défaire de ce siège. Et vous dites souvent qu'il faut voir l'Europe comme une immense cathédrale. Il faut voir l'Europe comme une immense cathédrale. Pour caricaturer un peu Erdogan qui a dit que la Turquie était une immense mosquée. Une immense mosquée. Ce sont les Séoudiens qui disent ça, parce que lorsqu'on demande aux Séoudiens pourquoi vous n'admettez pas de construction d'églises dans le royaume séoudien, ils vous disent tout simplement parce qu'on considère l'Arabie saoudite comme une immense mosquée. Eh bien nous, il faut dire la France, l'Europe est une immense cathédrale. Et pour commencer, la France est une immense cathédrale. Et c'est comme ça que le voyait Kadhafi, peut-être sans doute à tort, parce que bon, il disait ça peut-être dans les années 80, en disant les États croisés, pour parler de l'Europe. Mais les États croisés, mais lorsque vous... Alors qu'ils ne sont plus effectifs. Quoi. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, les musulmans, les orientaux, lorsqu'ils regardent l'Europe, s'il y a une velléité de leur donner des leçons de morale ou autre, parce que nous ne croyons plus en ce que nous sommes, mais nous nous permettons de donner des leçons de morale aux autres. C'est le paradoxe, d'ailleurs. C'est le paradoxe. Au nom des droits de l'homme. Au nom des droits de l'homme qui légitiment l'avortement, et lorsque vous tombez sur un pieux musulman qui va vous dire « mais les droits de l'homme, vous respectez même pas la vie, mon brave ». Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez à répondre? Parce que cet homme-là est beaucoup plus sain intellectuellement qu'un Européen qui va dire à sa femme « prends la pilule parce que je refuse d'avoir des enfants ». La femme qui va dire qui va aller à l'avortoir parce que le père putatif refuse de reconnaître l'enfant. Enfin, voilà, donc effectivement... Oui, voilà la débandade. Voilà la débandade. Alors effectivement, vous avez un homme comme Erdogan. Mais comment voulez-vous qu'un homme comme Erdogan ne pense pas à terme reconquérir l'Europe, en un sens, disons, l'ottomaniser de nouveau, lorsque vous voyez la pourriture dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Lui, il est ce qu'il est, il peut avoir ses qualités, ses défauts, mais nous aurions un Erdogan en France, mais la France rayonnerait dans le monde.
mais seulement pour produire un Erdogan en France, si on veut dire l'équivalent, disons, c'est-à-dire donc quelqu'un d'enraciné dans son pays, qui défend sa composante spirituelle. Erdogan, il est musulman, mais parce que le peuple turc est fondamentalement musulman. Si en France, nous avions un peuple fondamentalement chrétien, avec à sa tête quelqu'un qui la représente, mais l'Europe rayonnerait. C'est pour ça que je parle d'Erdogan chrétien, si l'on peut dire. Bon, ce sont des... Erdogan français. Erdogan français, et voilà. Hein. Mais et cet homme-là, effectivement... pour des raisons de contingence, c'est un ennemi objectif. C'est un ennemi objectif. Mais dans ses principes nationaux, il y a quelque chose d'assez universel, on va dire. Oui, on va dire ça comme ça. Et de ce point de vue-là, je respecte. On peut lui donner raison, du moins comprendre. C'est un homme estimable. C'est un homme estimable. Voilà. Ouais. Alors qu'une Merkel, elle est absolument pas estimable. Un Macron, un Hollande, un Sarkozy et tous ces gens foutres de cette espèce, ce ne sont pas des gens. Mais non, ce ne sont pas des gens respectables. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est malheureux. Il y en avait quelqu'un qui avait écrit à propos des généraux de 14 et nos troupes, des lions menés par des ânes. Eh bien, on pourrait dire aujourd'hui, nos peuples menés par des traîtres. C'est des gens qui, en gros, dénaturalisés, dénationalisés. Ce sont des gens qui parlent français, qui ont peut-être une ascendance française, mais qui mentalement ne sont plus français. Aujourd'hui, ce que l'on appelle l'élite française et autres, eh bien, en gros, c'est l'élite contre le peuple. C'est l'élite contre le peuple. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, à l'intérieur du peuple, eh bien, les médias ont tellement abruti les gens, tellement formaté les gens, en leur expliquant que les nationalistes, c'était mauvais, c'était ci, c'était ça. Ce sont les pyjamas rayés et tout ça. Voilà. Eh bien, à partir de ce moment-là, lorsque vous leur dites, mais voilà, les nationalistes, ce sont ceux qui incarnent la France. Les îlots de résistance. Qui sont les îlots de résistance, mais qui incarnent la France, parce qu'on a récupéré au fond de nous-mêmes, et dans nos paroles, dans notre façon de penser, ces 2000 ans d'histoire, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés que nous assumons totalement, eh bien dire, ah non, on ne veut pas de vous. Il ne faudrait peut-être pas répéter cela dit, puisque ce sont des mauvais côtés, mais oui. Mais l'histoire est faite de bonnes choses, de mauvaises choses. Ça, c'est sûr, oui. Toutes les périodes de l'histoire humaine. Toutes les périodes de l'histoire. Le fascisme que vous semblez défendre, vous-même vous dites que c'est une réaction d'urgence et que donc, par définition, il y avait des imperfections. Et il y avait des imperfections importantes. On ne va pas faire un procès, et c'est pas le lieu d'aborder le sujet. Mais bon, objectivement, effectivement, il y a des aspects énormément critiquables. Bon, mais aujourd'hui... D'ailleurs, comme vous l'avez dit, ça s'explique du fait que voilà, il y a eu 2 siècles d'histoire avant ce courant-là, et donc il peut être imprégné de choses. Et voilà. Donc, en gros, c'était une réaction saine, mais imprégnée d'éléments malsains, si l'on peut dire. Enfin, vous voyez, bon, c'est assez paradoxal, mais c'est ça. Voilà, ce sont les animaux malades de la peste. Les animaux malades de la peste, quoi, en quelque sorte. Voilà, il y en avait qui étaient moins atteints que d'autres, mais ils y étaient quand même. Et donc, vous disiez, oui, que nous sommes des îlots de résistance et qu'il va falloir donc, quelque part, se former pour être au-dessus de toute la pouillerie ambiante. Voilà. Exactement, voilà. Mais bon, je crois à la doctrine des petits restes. Vous savez, dans la Bible, il y a les petits restes. Les braises sur lesquelles... ce sont les braises qui... Les flammes... oui, ce sont les braises. Même si elles sont recouvertes de cendres, vous avez la braise qui est là, et puis à un moment, il ne manque plus que le combustible pour que ça reparte. Et ça me fait penser, vous savez, c'est dans Les Réprouvés d'Ernst von Salomon, à un moment, il dit l'Allemagne vivait dans le cœur de quelques cerveaux hardis. Oui, c'est connu ça. Mais voilà. Résonner encore dans quelques cerveaux hardis. Bon, et bien aujourd'hui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'elle aurait été sauvée, du coup. Voilà, et le fond de notre avenir, il est là. Mais alors... Je pense que matériellement, temporellement, il se produira un moment où effectivement nous pourrons rétablir les choses, rendre l'Europe à elle-même. Quand on regarde 2000 ans d'histoire, ne s'efface pas parce qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans d'Union européenne. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que de même que vous dites que l'État français actuellement est en quelque sorte anti-français, l'Union européenne est-elle anti-européenne aussi? L'Union européenne, c'est l'Europe de Jean Monnet, c'est l'Europe mondialiste,
c'est l'Europe, disons, je dirais même pas américaine, c'est l'Europe... il y a un peu d'atlantisme, oui, mais de Wall Street, c'est l'Europe du mondialiste, c'est l'Europe des cercles de la société fabienne. Voilà, qui veut créer un État mondial, un État sauce socialisante. Socialisante, avec pour fondement le culte du veau d'or, en quelque sorte. Oui, c'est ça le gros problème. Donc voilà, donc, pour dire, je pense que nous arriverons à rétablir, disons, à chasser l'envahisseur, à chasser l'ennemi. Mais interne. Mais l'ennemi interne, bah oui, parce que avant de chasser les envahisseurs extérieurs, il faut déjà chasser l'ennemi interne. Mais le fond, sur le long terme, il faut régler la crise spirituelle. Autrement, on en réchappera pour 50 ans, un siècle peut-être, mais ça me replongera. Ça refera plouf. Et alors, après, tous les éléments, je pense, que sont traités, et on recommandera d'ailleurs votre dossier là-dessus. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette formule un peu très répandue au sein de l'extrême droite, pour faire simple, d'opposer systématiquement nationalisme et mondialisme, ce qui est en soi une dialectique qui peut se comprendre, mais finalement, est-ce que des nations comme le Japon et la Hongrie, qui sont totalement intégrées au système financier mondial, quand on les voit, on se dit ça ne les empêche pas, malgré tout, d'être très fiers de ce qu'ils sont, de le défendre sur la scène internationale. Donc finalement, est-ce que cette dialectique nationaliste ou mondialiste n'a pas des limites, où finalement la nation est... c'est la nation dans le monde, de toute façon. Donc il y a une interdépendance avec les autres nations. La nation, comme disait Primo de Rivera, c'est l'unité de destin dans l'universel. Donc effectivement, être nationaliste, c'est d'abord se connaître soi-même, s'apprécier, défendre ses propres intérêts, et à partir de là, pouvoir travailler, disons, dans un rapport de force inévitable avec les autres, mais dans une volonté de coopération, sachant que si vous êtes trop faible, à un moment ou un autre, le plus fort en profitera. En ce qui concerne le Japon leur connaît une grande faiblesse démographique, puisque c'est un des pays les plus vieux du monde. Mais malgré tout, ils essayent de ne pas céder sur la tentation de l'immigration. Ils ne cèdent pas sur l'immigration, parce que d'ailleurs, on leur reproche énormément. Mais que font-ils ? Eh bien, ils mécanisent, ils robotisent. Oui. Les Allemands le font un peu aussi en Europe. Oui. Mais là, c'est pour essayer de gagner des parts de marché, tandis que les Japonais, c'est peut-être aussi pour ça, mais c'est aussi pour survivre. C'est aussi pour survivre. Alors effectivement, donc c'est plus sain d'esprit. La mondialisation, ça existe. De toute façon, la mondialisation, c'est l'internationalisation des échanges, si l'on veut dire. Mais ça existe depuis les routes de la soie. Oui, et tous les chemins menaient à Rome aussi, on disait. Voilà, mais la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de plus. Il y a, dans la mondialisation maintenant, il y a la globalisation, c'est-à-dire que l'on pense la planète sans frontières. C'est la formule britannique, ça, oui. Ils disent globalisme, c'est vrai. Voilà. Alors, on pense... Là, c'est le village-monde, oui. Le village-monde, sans frontières, sans distinction de peuple, de race, de religion, de sexe maintenant. De sexe, et l'on voit simplement, dans un individu à forme humaine, on voit un consommateur. On voit pas une personne humaine avec une âme, avec une personnalité. On voit un consommateur, on voit un outil de production que l'on peut utiliser, sur lequel certains même éventuellement peuvent faire des bénéfices. Après, il y a la notion moderniste qui voit la dignité humaine, mais chez eux, ils ont une conception selon laquelle on l'a par défaut, et quels que soient nos comportements moraux ou immoraux, donc ça c'est assez spécial. Vous savez, le libéralisme, disons, et encore, il y a beaucoup à dire, parce que le libéralisme aujourd'hui, il existe, tout simplement parce qu'il a été imposé par des législations étatiques. Il ne faut jamais oublier le libéralisme en lui-même, ça n'existe pas aujourd'hui, ça existe parce que... Ça n'existe pas dans la nature. Non, mais vous avez des règles, des règles législatives très strictes, imposées par les États, qui font que vous devez ouvrir vos marchés, vous devez faire ci, vous devez faire ça. À la limite, on pourrait dire le fascisme existe dans le règne animal, une forme de survie, alors que libéralisme et communisme, il me semble pas. Non, donc déjà, quand on parle de libéralisme qui serait un état naturel, non, c'est un état artificiel administré. Oui. D'ailleurs, ils voient l'État uniquement comme un régulateur sécuritaire. Et voilà. Chez Manuel Valls, ça se ressentait d'ailleurs. Justement, c'est un appareil. Le libéralisme ne peut pas exister sans les États. Et aujourd'hui, quand on parle de globalisme, de globalisation, eh bien, tout simplement, on supprime les races, on supprime tout, mais on a un immense marché. On a un immense marché sur lequel, finalement, au sommet, règne une minorité de gens
qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui reste extrêmement discret, et qui essayent de régir le monde à leur profit. Sauf peut-être George Soros ou quelques-uns, oui, quelques-uns qui se découvrent un peu trop. Ce sont peut-être pas les plus gros d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas. Ce sont peut-être pas les plus gros. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout simplement, ils cherchent à déposséder l'ensemble des peuples à leur profit. D'ailleurs, et la crise des retraites que l'on a aujourd'hui, mais on a tous les moyens pour satisfaire aux besoins des gens en distribuant des revenus suffisants pour que chacun puisse avoir un niveau de vie décent sans pouvoir être obligé de... Pour ça, il faut relancer la formation du travail, la démographie. Mais voilà. Donc aujourd'hui, ce système-là, il y avait dans les années de 99-2000, j'avais lu ça dans des rues américaines, au moins une revue, je crois que c'est le Wall Street Journal. Il me disait pour que la mondialisation se fasse bien, il faut que le niveau des salaires en Europe baisse de 30%. Dans les 15-20 ans à venir. Le projet est annoncé. Le projet est annoncé. Donc il faut voir les choses comme ça. Et la crise que nous subissons, les gens qui se battent pour les retraites et autres, bah oui, d'accord, il faut s'en prendre à Macron, évidemment, puisque lui, c'est la cause visible, la cause première. Mais la cause visible, mais c'est pas la cause première. La cause première, il faut s'en prendre au mondialisme, il faut s'en prendre à la globalisation, il faut s'en prendre... Voilà. C'est ça, oui. Là, en quelque sorte, on tire sur le lampiste, mais on tire pas sur le grand chef, quoi. Après, oui, il y a la formule, la marionnette et le marionnettiste. Ça fait un petit peu complotiste, dit comme ça. Mais de toute façon, on sait très bien qu'il y a des cercles, des cénacles de pensée dans le monde qui planifient toutes ces choses-là. Des conflits et des groupes financiers. D'ailleurs, ils ne se cachent même pas. Ils ne se cachent pas. Il suffit simplement de lire leurs publications. La seule chose, c'est que vous n'allez pas les trouver dans l'Express, dans Le Point, dans le Figaro, dans Le Monde ou dans le Parisien. Ça, c'est sûr. Donc merci pour avoir nettoyé les écuries d'Augias et puis ces rappels édifiants d'ordre historique, philosophique, culturel, etc. Et donc je pense qu'on va conclure en recommandant l'article concerné qui était passé dans la revue de Militant. L'Europe, une forteresse assiégée, dans le numéro 718 de Militant. Qui est assez récent. Assez récent, oui, il date de septembre. Alors vous avez l'éditorial. Bon, Macron, fossoyeur d'élite. Oui, il fait un sujet en vidéo d'ailleurs. Voilà, oui, il détruit tout. Bon, on renvoie à la vidéo. Alors, Macron et le langage creux, nous en avions parlé en même temps d'ailleurs. Aussi, oui. L'Europe, forteresse assiégée. Astrid ou la fin d'un démonstrateur. Alors ça, c'est la destruction de notre filière nucléaire. Je pense que nous en avons parlé aussi. Un petit peu, oui, c'est vrai. La folie des taux d'intérêt négatifs. Ça, c'est de la finance, oui, aujourd'hui. En gros, ça va bientôt être les banques qui vont vous donner de l'argent pour que vous allez déposer leur argent chez eux. Bon. L'autre article, c'était à l'occasion des 80 ans du début de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre qu'Hitler n'a pas voulu, dans lequel on explique effectivement que la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a tout fait pour l'éviter. C'était un humaniste. Non, mais objectivement, il avait... Oui, c'est Vincent Renoir qui aime bien rappeler ça sur le fait que c'est la Grande-Bretagne appuyant la France à la déclarer. Et il faut reprendre tous les discours d'Hitler dans les années 33, 34, 35, dans lesquels il faisait des offres de paix que le gouvernement français, dans sa superbe, il est stupide, a complètement rejeté. C'est ça, même Mussolini avec le Front Populaire. Oui, c'est amusant. Parce que même Hitler, en gros, s'il avait une guerre à faire, c'était une guerre à l'Est, c'était pas chez nous. Oui, les Allemands sont un peu tournés de ce côté aussi. Alors, un autre, ensuite, canicule et idéologie. Bon, effectivement... Encore le thème d'écologie, le réchauffisme. Le réchauffisme, la canicule que nous avons eue cet été, c'est parce qu'il y a eu du réchauffisme. Les hommes sont responsables. Les hommes sont responsables. Par contre, au même moment, à l'automne, vous avez eu une vague de froid en Amérique du Nord. C'est à cause du réchauffisme aussi. Voilà. Bon, très bien. Donc merci à vous, Monsieur Grandillon, et puis à la prochaine. Merci, Florian. À bientôt.
Bon. Voilà, pour le coup, on parlera un peu moins des juifs. Évidemment. C'est un peu plus l'islam, là, d'ailleurs. Peut-être, oui. On va parler de la race aryenne, quoi. Oui, ça. Alors, les Indo-Européens. Blond aux yeux bleus. Comme Adolphe. Pardon. On va commencer là-dessus. Voilà, oui, oui. Mais non, mais il suffirait qu'on dise des choses comme ça pour que tout de suite ça monte. Ça. Ce qu'il faut pas faire pour faire des vues. Pour Noël, vous bougez, vous partez? Non. Non. Faites Noël sur Paris, en famille. Ah bah, il y a quelques jours, j'étais dans le train. Un train de banlieue, puis je sais plus. Il y en avait un qui me dit, parce que on était serrés, je dis, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, bah c'est la grève, oui, ils nous emmerdent avec leur grève, etc. Et je dis, bah de toute façon, je dis, bah, et je dis, quand vous verrez votre retraite qui tombera, vous verrez, oui, etc. Il dit, moi je m'en vais à Noël, il dit quand même, il dit, si on peut même plus fêter Noël en France, etc. Merde alors, etc. Le gars, alors, je lui ai dit... Il fallait pas grand-chose pour le lancer, en fait. Alors au gars, je lui ai dit, ah bah c'est bien, Noël, au moins vous savez ce que c'est, vous allez à la messe de minuit. La fout-moi de la messe. Moi je lui ai dit, bah alors Noël, ça n'existe pas pour vous. Oh, bah oui. Non, mais le gars, je lui ai dit, bah alors ça n'existe pas pour vous. Ça n'existe pas. C'est juste Père Noël, Papa Noël et cadeaux. Je lui dis non. Je dis, moi, Noël, c'est la fête de la nativité. Si vous n'êtes pas croyant, bah Noël, je dis, vous savez, moi, l'Aïd el-Fitr ou l'Aïd el-Kébir, pour moi, ça signifie rien, hein, même si c'était fête nationale en France. Hein. Le mec, ben, non, mais bon. Ah, Noël, bah oui, fêtez quoi? Bon, bah, fête de la nativité. Alors bon, c'est quoi la nativité? Cocasse. Ce qui était assez étonnant, c'est de voir, là, effectivement, quand on voit les Mongols, jusqu'où ils sont venus en Europe, c'est assez extraordinaire. Mais ils ont ravagé toute la Dalmatie. Non, mais quand on pense à ça, ils ont ravagé tout quand même. Ils sont arrivés là en Dalmatie, ils ont ravagé Vienne, enfin, et le cœur de la Pologne. Enfin, mais... À l'époque de Saint-Louis. C'est ça, oui, c'est le 13e. Hein. Non, mais... Les gens pensaient d'ailleurs que c'était la fin du monde, des fois, c'est tout juste l'apocalypse arrive. Toujours une bonne raison de penser que ça va finir. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que à un moment, il y avait une partie des Mongols qui étaient christianisés, enfin, même l'historien, mais qui étaient christianisés, et si on avait commencé à s'entendre avec eux, ils s'étaient emparés de Damas, et ils allaient filer sur l'Égypte, mais ils se sont fait battre par les Mamelouks à Ain-Jalut, en 1242. Et de là, mais peut-être que grâce aux Mongols, on pouvait ficher en l'air l'islam. Bon, c'est pas fait. Pour une autre fois. Multiples possibilités dans l'histoire. Eh oui.